Imagine un univers qui émerge du néant absolu, sans nécessiter la moindre étincelle d'énergie. Complètement à partir de rien. Voilà, rien du tout. Mathématiquement, la somme totale de tout ce qui existe dans le cosmos équivaut à un zéro parfait. C'est quand même l'un des secrets les plus profonds de la création. C'est vertigineux. Et pourtant, curieusement, l'esprit humain semble parfois beaucoup, mais alors beaucoup plus obsédé par la volonté de découvrir ce qu'une personnalité politique a mangé au petit déjeuner le jour de son décès, plutôt que de contempler ce grand vide cosmique. Oui, c'est un paradoxe assez fascinant quand on y pense. C'est exactement ce grand écart de la curiosité humaine qui est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. D'un côté, on a cette tendance à fouiller frénétiquement dans l'intimité la plus triviale des autres, et de l'autre, eh bien, on tente de décoder les mystères insondables de l'univers. C'est ça. Et pour naviguer sur cette ligne de crête, cette frontière entre ce qui doit rester farouchement privé et ce qui appartient à la connaissance de l'humanité, on va s'appuyer sur un mélange de documents assez saisissant. Tout à fait. On va d'abord examiner un article d'investigation très cru du Times of India. Il porte sur l'invasion posthume de la vie privée d'une dirigeante politique de premier plan. Un article qui met vraiment mal à l'aise par moments d'ailleurs. Ah, complètement. Et on mettra ça en miroir avec la pensée de l'un des plus grands scientifiques de notre époque, Stephen Hawking. À travers ses propres mots, c'est bien ça? Oui, à travers ses citations et des extraits vraiment profonds de son dernier livre, Brève réponse aux grandes questions, on a aussi des témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, comme l'acteur Eddie Redmayne ou le physicien Kip Thorne. Super programme. Et franchement, il y a quelque chose de presque tragique dans cette juxtaposition. Comment ça, Sam? Commençons par ce besoin quasi viscéral de tout savoir des autres. L'article du Times of India brosse le portrait d'une femme d'État indienne, Jai Jayalalitha. Oui, l'ancienne ministre en chef du Tamil Nadu. Exactement. De son vivant, et ce jusqu'à sa mort en 2016, c'était une figure politique d'une puissance redoutable. Sa gestion de la presse, de son image, c'était implacable. Elle contrôlait tout. Tout. Elle avait une doctrine très claire face aux curieux, genre un mur infranchissable. Elle disait en gros, ce n'est pas parce que ce n'est pas un secret d'État que ça vous regarde pour autant. Ce qui est une position tout à fait défendable. Oui, mais c'est une barrière psychologique et médiatique qui s'est complètement effondrée après son décès. C'est là que l'article intervient. Ce qu'il met en lumière, c'est la façon dont une commission d'enquête officielle, la commission Arumugaswamy, a méticuleusement déconstruit cette intimité. Ils ont tout déballé, quoi. Absolument tout. Ils ont rendu public les 75 derniers jours de sa vie passés à l'hôpital Apollo. Et ça, sous couvert de transparence et de vérité institutionnelle. L'espace public a été inondé de données, mais d'une précision chirurgicale. C'est dérangeant. Le mot est faible. On parle d'une femme qui refusait de montrer la moindre faiblesse. Et là, paf, on publie son poids posthume, estimé à plus de 106 kilos. Et ça va bien plus loin que le poids. Mais oui, ils ont détaillé son régime alimentaire quotidien à la minute près, genre l'absorption d'eau de lotus avant 5 heures du matin. La portion très exacte d'un idli et demi. Un idli et demi, de l'eau de coco et même ses écarts avec 4 biscuits de la marque Bourbon. 4. C'est d'une trivialité affolante. Et le rapport s'arrête pas à la nourriture, il bascule d'un coup dans la froideur de l'anatomie pure. En effet, le rapport médical rendu public entre dans une granularité technique déconcertante. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il décrit l'apparition d'une végétation sur la valve mitrale de son cœur. Ouf. Et il précise surtout que sa fraction d'éjection est tombée à 60%, peu après un épisode d'arrêt cardiaque. D'accord, arrêtons-nous là-dessus un instant. Parce qu'une fraction d'éjection à 60%, pour le non-spécialiste, c'est juste un chiffre médical jeté en air. C'est très technique, oui. Mais concrètement, c'est le pourcentage de sang que le cœur parvient à pomper hors de son ventricule à chaque contraction. C'est le moteur le plus intime de la vie d'une personne. C'est le cœur même de sa survie, littéralement. On est passé d'une dirigeante opaque, dont les bulletins de santé officiels initiaux mentaient effrontément. Ah oui, il parlait d'une simple fièvre et déshydratation au début. Voilà, des demi-vérités, voire des mensonges. Et on passe de ça à une véritable dissection publique de la mécanique interne de son muscle cardiaque. C'est un basculement total. Pompé par le cœur d'une ancienne dirigeante, aide la société à avancer. C'est une excellente question. C'est comme si on était devenus de simples détectives d'un true crime médical. On traite une vie humaine comme un puzzle morbide. En fait, pour comprendre ce déballage, il faut observer la réaction psychologique des masses face à la perte de repères. C'est-à-dire ?
Eh bien, lorsqu'une figure de pouvoir, qui est perçue comme presque immortelle ou intouchable, vient à disparaître, ça génère une angoisse sociétale extrêmement forte. Une perte de contrôle en quelque sorte. Exactement. Dépouiller cette personne de ses ultimes secrets, chiffrer son poids, compter ses biscuits, mesurer l'efficacité de son sang, c'est une tentative illusoire de reprendre ce contrôle. Ah, je vois. La société compense son impuissance face à l'inévitabilité de la mort en disséquant la figure d'autorité tombée de son piédestal. Comme si accumuler des données triviales, genre le nombre de biscuits, ça permettait de rationaliser l'inconnu. De l'apprivoiser, oui. L'humanité exige donc de connaître les détails les plus infimes d'une politicienne pour se rassurer. Mais paradoxalement, elle reste souvent paralysée face aux secrets colossaux de l'univers. C'est là que le contraste devient vraiment intéressant. Oui, parce que ce constat nous dirige vers un esprit qui a fait exactement le chemin inverse de cette commission d'enquête. Un homme qui cherchait à préserver l'intimité humaine tout en s'acharnant à dévoyer l'architecture du cosmos. Stephen Hawking. Exactement. Le contraste est saisissant parce que Hawking a beaucoup théorisé sur cette notion de frontière entre le privé et le public. Il avait des règles très strictes, non? Oui, dans les sources qu'on analyse, il évoque 3 éléments qu'une personne intelligente devrait garder farouchement privés, quelles que soient les circonstances. Et c'était lesquels? Ses finances, ses objectifs personnels et par-dessus tout, ses luttes et ses échecs. Et c'est bien là qu'on heurte un paradoxe existentiel absolu. Comment ça? Hawking conseille de cacher ses luttes, alors que son propre combat physique contre la maladie de Charcot, la SLA, a été exposé aux yeux de la planète entière. C'est vrai, c'était impossible à cacher. Il s'est retrouvé prisonnier d'un corps qui dégénérait de manière inéluctable sous les flashs des photographes. Il ne pouvait tout simplement pas appliquer ses propres conseils sur la vie privée. C'est une vulnérabilité physique terrible. Et la préface de son livre, rédigée par l'acteur Eddie Redmayne, qui l'a incarné à l'écran, explore intimement cette déchirure. Redmayne a dû faire un travail d'observation incroyable pour ce rôle. Absolument. Il raconte qu'il ne s'agissait pas seulement de jouer l'intellect d'un génie paralysé, mais de retranscrire la captivité d'une personnalité électrique. Électrique, c'est un bon mot. Et pour y parvenir, Redmayne explique s'être inspiré de 3 images mentales inattendues. Raconte-moi ça. D'abord, la célèbre photo d'Albert Einstein tirant la langue. Ah oui, pour capter un esprit fondamentalement ludique, j'imagine. Exactement. Ensuite, l'image du Joker manipulant des marionnettes. Le Joker. C'est inattendu. Oui, parce que Hawking, malgré sa paralysie, exerçait un contrôle psychologique absolu sur la pièce et sur son public. Il tenait les ficelles. Waouh, c'est puissant. Et la troisième image? James Dean. Pour l'attitude, le regard pétillant, cette étincelle de malice indomptable et son humour ravageur. Ce qui détruit instantanément le mythe du vieux sage triste cloîtré dans sa chaise. Ah oui, il était tout sauf ça. Il détestait le formalisme d'ailleurs. Il refusait qu'on l'appelle professeur, il exigeait qu'on utilise le prénom Stephen. Et il avait la répartie facile. Oh que oui. Il adorait recadrer ses interlocuteurs avec cette pique féroce « Je suis astronome, pas astrologue ». C'est brillant. Mais la vraie question, c'est comment on fait, face à un effondrement physique aussi inéluctable et public, pour ne pas sombrer dans le désespoir. C'est le cœur du mystère Hawking. Comment un homme qui ne peut plus bouger sans l'aide d'une machine a-t-il pu devenir l'explorateur ultime de l'infini? La clé se trouve dans une émancipation totale de la pensée par rapport à l'enveloppe corporelle. Son esprit s'est libéré de son corps. C'est ça. Bien qu'il communiquait d'une manière atrocement lente et laborieuse en contractant un infime muscle de sa joue qu'un capteur traduisait en lettres sur un écran d'ordinateur, eh bien, son espace mental n'avait plus aucune limite. C'est comme si, en perdant la souveraineté sur son propre corps, il avait gagné un passe-partout cosmique. Exactement. Pendant que la société se perdait dans la contemplation voyeuriste de dossiers médicaux ou de régimes alimentaires, Les fameux biscuits Bourbon. voilà. Pendant ce temps-là, l'esprit de Hawking s'échappait de l'atmosphère terrestre pour naviguer à travers les équations de la relativité et jusqu'au trou noir. Et il s'attaquait pas à n'importe quel mystère. Il a visé le plus grand de tous, le secret originel. L'origine de tout. Le Big Bang, la création de la matière et surtout, et c'est là que ça devient fascinant, la remise en question vertigineuse d'un potentiel créateur divin. C'est un sujet délicat, mais son approche est purement scientifique. Pour aborder l'émergence de l'univers, Hawking réduit d'abord la réalité à ses composants les plus stricts. La recette de l'univers. Voilà. Selon lui, il ne faut que 3 ingrédients pour structurer un univers. De la matière, c'est-à-dire tout ce qui possède une masse, de l'énergie,
Et enfin, de l'espace. Beaucoup, beaucoup d'espace. Énormément d'espace. Sauf que le coup de maître d'Albert Einstein, avec sa célèbre formule E égale mc2, vient drastiquement simplifier tout ça. Comment ça? Cette équation démontre que la matière et l'énergie, ce sont fondamentalement les deux faces d'une même pièce. La masse peut se transformer en énergie pure et inversement. Ah, bien sûr. Du coup, la liste des ingrédients passe de 3 à 2. De l'énergie et de l'espace. Mais le grand mystère cosmologique demeure. D'où provient cette énergie initiale titanesque pour le Big Bang? La réponse que donne Hawking se trouve dans la symétrie parfaite, et il faut le dire, contre-intuitive du Big Bang. Dis-moi plus. Lors de son expansion fulgurante, l'univers a produit une quantité colossale d'énergie positive. Ça, c'est la matière, le rayonnement cosmique, tout ce qu'on peut observer. Ok, ça c'est le côté visible. Mais pour que les lois de la physique ne s'effondrent pas, la nature a créé simultanément une quantité strictement équivalente d'énergie négative. De l'énergie négative. Oui, et cette énergie négative est littéralement emmagasinée dans l'espace lui-même. Il faut absolument imager ça pour ceux qui nous écoutent parce que l'analogie qu'il utilise est brillante. L'analogie du bâtisseur de collines. Elle est parfaite pour comprendre. Prenons un terrain complètement plat. On veut y élever une immense colline. La colline, ça représente l'énergie positive, la matière dense. D'accord. Sauf qu'on n'a aucune terre externe à disposition. Rien. La seule façon d'obtenir la terre pour former cette colline, c'est de creuser un trou immense juste à côté. Et le creux devient la réserve d'espace, l'énergie négative. C'est exactement ça. Si l'on additionnait le relief positif de la colline et la profondeur négative du trou, le solde final s'annule. Tout s'annule. Le grand livre comptable de l'univers affiche un zéro parfait. C'est ce que Hawking qualifie de repas gratuit ultime. L'univers n'a pas coûté la moindre once d'énergie globale pour se matérialiser. Et c'est précisément ce constat du zéro absolu qui prépare le terrain à la conclusion la plus débattue de Hawking concernant la nécessité d'un créateur. La fameuse question. Si le cosmos s'équilibre mécaniquement pour naître du rien, est-ce qu'il requiert vraiment l'intervention d'une entité pour allumer la mèche? C'est là que l'argumentation scientifique s'aventure sur le concept du temps lui-même. Oui. Au moment du Big Bang, toute la matière et l'énergie étaient concentrées en un point d'une densité infinie. Et dans de telles conditions qui ressemblent à ce qui se passe dans un trou noir supermassif, le temps s'arrête tout simplement. Attends, je dois t'interrompre là-dessus. Parce que c'est là que notre intuition humaine se fracture complètement. C'est difficile à concevoir, oui. Dire qu'il n'y avait rien de matériel pour déclencher l'univers, c'est abstrait mais on l'accepte. Mais dire que le temps lui-même n'existait pas avant le Big Bang, le cerveau rejette l'idée. C'est normal. S'il n'y a pas de temps, comment une explosion peut-elle avoir lieu? Il faut bien un avant pour qu'il y ait un après, non? Cette résistance, c'est juste le fruit de notre conditionnement terrestre. Poser la question « qu'y avait-il avant le Big Bang ?» mathématiquement, ça n'a aucun sens. Hawking avait une comparaison redoutable pour ça, non? Oui. Il disait que c'est comme demander de chercher un point géographique situé au sud du pôle sud. Au sud du pôle sud, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de direction sud au-delà de ce point. De la même manière, le tissu du temps s'initie avec le Big Bang. Donc, il n'y avait aucun temps disponible avant pour qu'un créateur puisse exister ou fabriquer l'univers. C'est la conclusion froide de Hawking. Pour lui, le ciel et l'au-delà n'étaient que des vœux pieux face à la mécanique des équations. C'est la grande question de l'évolution. Sommes-nous juste seuls dans ce vaste casino cosmique? Le terme casino est bien choisi, parce que la physique dévoile que Dieu joue au dé via la mécanique quantique. Ah, les fameuses fluctuations. Exactement. À l'aube du cosmos, lors de l'inflation d'univers, de minuscules fluctuations quantiques sont apparues, des petits sursauts aléatoires. Et on en a la preuve, n'est-ce pas? Oui, les satellites de pointe comme WMAP et Planck l'ont confirmé en observant le fond diffus cosmologique. Ce sont ces minuscules asymétries qui ont servi de graines aux galaxies. Et ensuite, l'évolution a pris le relais sur Terre. Ça a pris du temps, des cellules simples jusqu'à l'accélération vers les mammifères. Une longue route biologique. Mais le vrai tournant, là où l'humain s'est détaché, c'est le langage et l'écriture. L'évolution de l'information. Exactement. Jules, pour donner une idée de l'échelle, l'ADN humain, avec ses 3 milliards de paires de bases, ça contient environ 100 millions de bits d'informations utiles. Biologiquement, c'est énorme. Mais technologiquement, c'est rien. Une grande bibliothèque nationale, ça contient 10 billions de bits. C'est 100 000 fois plus que notre ADN. Ce qui veut dire que notre évolution externe, les livres, Internet, a complètement supplanté notre évolution génétique. Et c'est là qu'est le danger. Le décalage. Oui, on a accumulé un savoir exponentiel, mais on pilote tout ça avec des cerveaux d'hommes des cavernes.
On a des instincts territoriaux, agressifs, mais avec l'arme nucléaire. Ce qui nous met en grand péril d'autodestruction. Alors, quelles sont les solutions pour le futur selon les sources? Hawking envisageait 2 voies. La première, c'est l'évolution autoconçue. En gros, modifier délibérément notre ADN pour augmenter l'intelligence et baisser l'agressivité. De la manipulation génétique, donc. Et la deuxième? La création de machines envoyées vers les étoiles, des entités inorganiques considérées comme une nouvelle forme de vie. Attends, il va jusqu'à dire qu'un virus informatique est techniquement vivant, non? Tout à fait. C'est provocateur, mais techniquement, ça se reproduit et ça évolue. Mais si on suit cette logique, si les virus informatiques sont la seule forme de vie qu'on ait créée et qu'elle est purement destructrice, ça fait peur. C'est glaçant. Est-ce que l'humain organique n'est en fait qu'une simple étape biologique maladroite, juste destinée à engendrer une perfection mécanique éternelle? C'est une hypothèse sérieuse. Et ça soulève une question cruciale. Ça explique peut-être pourquoi on n'a pas rencontré d'extraterrestres. Ah oui, le paradoxe de Fermi. Voilà. La vie basée sur l'ADN, c'est fragile et c'est très court face aux distances galactiques. Il faudrait 50 000 ans juste pour atteindre le centre de notre galaxie. Sans parler des astéroïdes, on sait ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années avec les dinosaures. Et sans parler de l'autodestruction. Donc, les machines, immunisées contre l'espace et le temps, semblent être la suite logique pour coloniser l'univers. Mais si notre destin, c'est de manipuler notre génome ou de fusionner avec des machines, est-ce qu'on peut prévoir avec certitude où ça va nous mener? Ou l'univers garde-t-il une part de mystère inviolable? C'est une question qui a hanté les scientifiques. On a longtemps cru au déterminisme, notamment avec Laplace. La fameuse horlogerie de Laplace. Oui, l'idée que si on connaissait la position et la vitesse exacte de chaque particule, on pourrait prédire tout le passé et tout le futur. Le rêve ultime du contrôle. Sauf que le XXe siècle a détruit cette idée. Comment ça s'est passé? D'abord avec la théorie des quantas de Planck qui a montré que l'énergie vient en paquets discrets, pas en flux continu. D'accord. Et le coup de grâce, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Qu'est-ce qu'il dit exactement, ce principe? Il prouve qu'il est mathématiquement impossible de mesurer à la fois la position et la vitesse d'une particule avec précision. L'incertitude est codée dans la nature même de la réalité. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Que même avec les meilleures équations, c'est le chaos? Littéralement, les équations macroscopiques sont elles aussi sujettes au chaos. L'effet papillon, c'est mentionné dans nos sources. Via Jurassic Park, non? Exactement. Un battement d'ailes en Australie qui provoque la pluie à Central Park. Une infime variation de départ donne un résultat totalement imprévisible. L'ironie est quand même magistrale. Pourquoi? On a percé les secrets des trous noirs. On a déconstruit le Big Bang. Mais la nature même de la mécanique quantique nous interdit d'avoir une certitude absolue sur notre avenir. L'univers garde son ultime secret, l'incertitude. C'est une perspective parfaite pour refermer cette analyse. On a voyagé depuis la violation dérangeante et mesquine des dossiers médicaux intimes d'une personnalité politique, Une tentative désespérée de contrôle? jusqu'au dépouillement des secrets de l'univers par l'esprit sans limite de Stephen Hawking. On a vu qu'on est le produit de fluctuations quantiques aléatoires. Et que notre avenir passera probablement par l'abandon de notre biologie actuelle. Ce qui nous ramène à nous. Bien que chacun doive préserver l'intimité de ses luttes au quotidien, comme le conseille à Hawking, notre capacité collective à accumuler des connaissances hors de notre ADN, c'est ça qui nous rend uniques dans cet espace infini. C'est notre véritable super-pouvoir. Et ça m'amène à une dernière réflexion un peu provocatrice à garder en tête. Je t'écoute. Si notre univers entier s'équilibre parfaitement pour équivaloir à zéro, et que notre savoir technologique écrase désormais notre évolution biologique, Oui. la super-intelligence artificielle mécanique que nous allons inévitablement créer dans le futur, comment se souviendra-t-elle de nous? C'est une excellente question. Est-ce qu'elle nous verra comme ses créateurs divins, ou simplement comme une ancienne anomalie biologique, une sorte d'énergie négative temporaire qui a dû exister juste pour que leur perfection minérale puisse voir le jour? C'est une idée qui donne le vertige. Une réflexion à garder à l'esprit la prochaine fois que ceux qui nous écoutent allumeront leur ordinateur.